L'aube du 2 mars 1974 se glissa sur Barcelone sous un ciel couleur d'acier froid. À l'intérieur des murs imposants et semblables à une forteresse de la prison Modelo de la ville, un anarchiste de 25 ans nommé Salvador Puig attendait dans sa cellule de la mort, observant les heures s'égrener dans une marche impitoyable vers l'inévitable. Dans quelques heures à peine, il affronterait un destin qui hantait l'Espagne depuis des siècles, une méthode d'exécution qui dissimulait sa cruauté derrière l'illusion de la simplicité, mais qui infligeait la mort d'une manière que peu pouvaient imaginer sans frissonner. Ce qui se déroula ce matin-là allait s'inscrire dans l'histoire moderne de l'Europe comme l'une des exécutions les plus horriblement ratées, 20 minutes implacables qui semblèrent s'étirer en une éternité, chaque seconde étant comme une aiguille d'agonie. L'instrument était le garrot, un dispositif à l'apparence trompeusement anodine, un collier métallique incurvé et une vis. Pour l'œil non averti, il pouvait presque sembler plus civilisé que la brutalité grossière d'autres outils d'exécution. Mais l'histoire, comme souvent, démontra que les apparences peuvent être un déguisement cruel. Ce récit n'est pas seulement celui des dernières heures d'un jeune homme, bien que la mort de Puig devint un moment charnière dans la longue marche de l'Espagne, du joug de la dictature vers la démocratie. C'est l'histoire d'un instrument de mort, profondément enraciné dans le contrôle politique, intrinsèquement imparfait et implacable dans sa conception, qui, pendant plus de 5 siècles, servit de symbole à la cruauté institutionnelle sur 3 continents. Des chambres de torture de l'Inquisition espagnole aux places du Nouveau Monde où les empereurs incas trouvèrent leur fin, jusqu'aux salles d'exécution secrètes des prisons politiques de Francisco Franco, le garrot traça un sillage ininterrompu de souffrance à travers l'histoire. Ses victimes étaient aussi variées que nombreuses, nobles et paysans, criminels condamnés et dissidents politiques, hommes et femmes dont le véritable crime fut souvent d'avoir osé défier les puissants déterminés à les réduire au silence pour toujours. L'appareil en lui-même était simple dans son principe, presque élégant dans sa brutalité, un collier métallique fixé à un poteau de bois massif, resserré par une vis. En théorie, placé parfaitement, le mécanisme brisait la moelle épinière à la base du crâne, offrant une fin rapide. Mais d'innombrables condamnés découvrirent une vérité bien plus sinistre. La différence entre une mort rapide et un cauchemar interminable dépendait de facteurs échappant totalement à leur contrôle, l'habileté du bourreau, sa sobriété, ses convictions politiques, ou simplement l'humeur dans laquelle il se réveillait ce matin-là. Ce qui rendait le garrot particulièrement sinistre n'était pas seulement sa capacité à tuer, mais son inquiétante aptitude à prolonger l'agonie. Contrairement à la lame fulgurante de la guillotine ou à la chute brutale du pendu, le garrot n'offrait aucune promesse de délivrance instantanée. Mal utilisé, et il l'était souvent, il pouvait étrangler lentement, asphyxiant sa victime dans une parodie macabre de clémence, transformant des secondes en minutes et des minutes en éternité. Tout au long de sa longue et sanglante histoire, le garrot fut bien plus qu'une arme, c'était un spectacle, une mise en scène du pouvoir. Des inquisiteurs drapés de leurs robes au XVe siècle aux agents implacables de Franco, les dirigeants comprirent qu'une exécution n'était pas seulement l'extinction d'une vie, c'était un message adressé à tous. Et rien n'affirmait mieux l'autorité de l'État que d'obliger un condamné à rester assis, face à son public, les yeux ouverts, tandis que le collier de métal se refermait inexorablement autour de son cou. Derrière chaque tour de vis, derrière chaque resserrement mécanique de ce cercle d'acier glacé, il y avait un cœur battant, empli de terreur. Ces victimes n'étaient pas de simples lignes anonymes dans quelque lointain registre d'archives, c'étaient des êtres humains bien réels, respirant, suppliant, priant, souvent condamnés non pour avoir versé le sang, mais pour l'audace de leurs convictions. Les origines du garrot plongent dans l'une des époques les plus sombres de l'histoire européenne, celle de l'Inquisition espagnole. En 1478, sous le règne des monarques catholiques Ferdinand et Isabelle, l'Inquisition pourchassa les hérétiques avec un zèle enveloppé du langage de la piété. Le bûcher était la peine privilégiée, une purification par le feu jugée appropriée pour ceux qui s'étaient écartés de la vraie foi. Mais la doctrine ecclésiastique offrait une échappatoire. Si l'accusé se repentait avant que les flammes ne soient allumées, il pouvait être épargné de ce brasier public. Ainsi, le garrot apparut comme une prétendue alternative miséricordieuse, un moyen de tuer sans recourir au feu, d'éteindre la vie sans consumer le corps. L'Église pouvait ainsi préserver sa mise en scène morale du salut, tout en veillant à ce que le condamné rencontre malgré tout la mort qui lui avait été assignée. Les tout premiers garrots n'étaient que de grossières improvisations, une simple corde ou un lien enroulé autour du cou, serré à l'aide d'un bâton jusqu'à ce que le souffle soit définitivement arraché. Mais, à mesure que l'Inquisition étendait et systématisait sa machine de terreur, elle perfectionnait également ses instruments de mort. Avec le temps, la corde fut remplacée par l'acier, le bâton par une vis, et le garrot tel que nous le connaissons prit forme, une innovation, qui allait demeurer pendant des siècles l'un des symboles les plus glaçants de la cruauté institutionnalisée. Né sous le prétexte de la miséricorde, présenté comme une alternative humaine aux flammes du bûcher, le garrot permit à l'Église de conserver intacte sa façade théologique, tout en garantissant que le condamné atteindrait tout de même la fin qui lui était destinée. Dans sa forme primitive, il n'était qu'une invention rudimentaire, une corde ou un lien fixé à un bâton,
que l'on tordait lentement jusqu'à ce que le nœud se resserre et que le souffle disparaisse. Ces outils rudimentaires, façonnés à partir des matériaux disponibles, remplissaient parfaitement leur sombre fonction pour les besoins de l'Inquisition. Cependant, à mesure que la machine de persécution gagnait en organisation, ces instruments de mort se perfectionnaient également. Les cordes grossières cédèrent la place à ce qui allait devenir le dessin définitif du garrot, un solide poteau de bois surmonté d'un collier métallique, resserré par une vis. Ce n'était plus seulement un outil d'exécution, c'était un mécanisme de pouvoir d'État, affiné pour délivrer la mort avec une précision glaciale. Lorsque la couronne espagnole étendit sa domination au-delà des mers au XVe et XVIe siècle, elle exporta bien plus que sa langue, sa foi et ses coutumes vers le Nouveau Monde. Elle y emporta également ses instruments de contrôle. Les conquistadors, armés de l'épée, de la croix et du garrot, imposèrent la loi espagnole du Mexique au Pérou. Dans les places et les carrés publics des terres conquises, le garrot devint bien plus qu'un simple appareil, il devint un symbole. Il se dressait comme un avertissement de fer adressé aux peuples indigènes sur le prix de toute résistance. La victime la plus célèbre de ses premières années dans les nouveaux territoires fut Atahualpa, dernier empereur libre de l'Empire Inca. Capturé par les hommes de Francisco Pizarro en 1532, il fut d'abord condamné à mourir par le feu, un sort à la fois horrible, pour les Incas, sacrilège. Mais lorsqu'il accepta d'embrasser la foi chrétienne, sa peine fut miséricordieusement commuée en mort par garrot. Aux yeux des Espagnols, c'était là un acte de compassion. Pour les Incas, c'était une ironie amère. Leur dieu vivant, souverain de l'une des plus grandes civilisations du monde, allait être étranglé par un instrument étranger, sous le masque de la clémence. Le 26 juillet 1533, sur la place de Cajamarca, la scène se déroula comme une représentation méticuleusement orchestrée de la conquête. Atahualpa était assis, impuissant, tandis que des prêtres espagnols murmuraient les derniers sacrements, et que l'on ajustait autour de son cou le collier métallique. L'acte dépassait la simple exécution, c'était une arme psychologique. Voir leur souverain divin réduit à l'état de proie impuissante brisa non seulement le corps d'un empire, mais également son esprit. La résistance inca s'éteignit, écrasée par le poids de cette humiliation autant que par la lame de l'épée. À mesure que la présence coloniale espagnole se consolidait, le garrot cessa d'être un instrument de fortune et devint un équipement judiciaire standard. Les tribunaux coloniaux établirent des instructions précises pour son utilisation, les dimensions exactes du poteau, la position stricte du condamné, chaque geste codifié. En codifiant sa cruauté, la couronne espagnole cherchait à lui donner un vernis de respectabilité, à revêtir le meurtre légal des habits de la loi. La véritable terreur du garrot ne résidait pas uniquement dans sa capacité à tuer, mais dans l'impuissance qu'il imposait. Là où la potence permettait parfois un dernier cri de défi, où la guillotine offrait encore un regard farouche, le garrot privait ses victimes même de cela. Liés au poteau, les bras immobilisés derrière le dos, les condamnés ne pouvaient que s'asseoir et attendre, tandis que le bourreau prenait silencieusement place derrière eux. Leur dernier regard n'était pas pour leur exécuteur, mais pour la foule venue assister à leurs ultimes instants, amis, ennemis, inconnus, dont les visages demeuraient gravés dans la mémoire du prisonnier jusqu'à ce que la vue elle-même s'éteigne. Au VIe siècle, le garrot s'était métamorphosé, d'arme de persécution religieuse, il était devenu la principale méthode d'exécution civile en Espagne, remplaçant le privilège aristocratique de la décapitation. Ce fut, en quelque sorte, la démocratisation de la mort. Elle ne s'appliquait plus uniquement aux criminels de droit commun, mais frappait aussi bien les nobles que les paysans. Les distinctions féodales s'étaient effacées, mais la cruauté, elle, demeurait, désormais polie par les atours de la modernité. Les garrots de cette époque étaient de véritables merveilles d'ingénierie macabre, des colliers forgés en fer, façonnés pour épouser le coup humain avec précision, des vis calibrées pour exercer exactement la pression voulue. Beaucoup comportaient une innovation létale. Le concasseur, une pointe métallique acérée fixée à l'arrière du collier, destinée à percer la base du crâne et à sectionner instantanément la moelle épinière, du moins, en théorie. Les codes juridiques espagnols de l'époque parlaient avec un détachement glaçant, prescrivant chaque détail, la manière dont le prisonnier devait être assis, le nombre de tours de vis nécessaires, le point précis où l'acier devait rencontrer la chair et l'os. Dans ces instructions froides résidait la croyance que la mort pouvait être rendue efficace, voire prévisible, une croyance que l'histoire allait tragiquement démentir. Les règlements régissant le garrot à ces dernières heures étaient le fruit de siècles baignés de sang et d'échecs, de laborieuses tentatives pour standardiser une méthode qui résistait obstinément à toute prévisibilité. En théorie, tout était réglé comme une pièce de théâtre. Le condamné était installé sur un tabouret bas ou une étroite estrade, le dos plaqué contre l'implacable poteau de bois. De lourdes entraves lui liaient les bras, lui ôtant toute possibilité de résistance. Un prêtre s'avançait pour offrir les dernières prières, murmurant sur cette silhouette bientôt privée de vie. Le bourreau, le verdugo, n'était plus la figure rude et improvisatrice des siècles passés. Il était désormais un employé de l'État, formé et certifié, un artisan de la mort. Des leçons d'anatomie lui enseignaient où l'os rencontrait le tendon,
où l'acier pouvait, avec la plus grande efficacité, éteindre la vie. On lui apprenait le positionnement exact du collier, la pression à exercer en fonction de la corpulence du prisonnier. L'État prétendait qu'il s'agissait de science, de précision, un raffinement humain de la justice. Mais la main humaine, avec toutes ses failles et ses humeurs, restait le maillon le plus faible de cette mécanique létale. Dans les différentes régions d'Espagne naquirent même des variantes locales, comme si perfectionner l'art de tuer relevait d'une fierté régionale. En Catalogne, le garrot s'accompagnait d'un siège élaboré et de dispositifs de contention complexes, immobilisant totalement le corps. En Andalousie, les ingénieurs ajoutaient des pointes supplémentaires pour garantir que la moelle épinière soit sectionnée de manière décisive. Ces modifications, malgré leur ingéniosité, trahissaient une obsession morbide, celle de perfectionner un appareil qui ne pourrait jamais l'être totalement. La réputation d'échec du garrot était légendaire, murmurée parmi les prisonniers, redoutée même par ceux qui devaient l'actionner. Un léger mauvais positionnement du collier pouvait transformer une mort supposément instantanée en un cauchemar prolongé et haletant. Trop haut, et la trachée s'effondrait sous la pression, étranglant la victime au fil de longues minutes de torture. Trop bas, et les vertèbres vitales étaient totalement manquées, laissant le condamné conscient tout en endurant un traumatisme inimaginable à la base du crâne. Même la météo pouvait conspirer pour transformer une exécution en désastre. En hiver, le métal froid se contractait, en été, il se dilatait. L'humidité pouvait déformer le poteau de bois, modifiant l'alignement des pièces critiques. Un appareil censé offrir une fin propre et efficace pouvait, à la moindre variation, devenir un instrument d'agonie prolongée, marquant non seulement celui qui mourait, mais aussi tous ceux qui étaient forcés d'assister à la scène. Pourtant, les autorités espagnoles demeuraient attachées au garrot avec une dévotion inébranlable. Alors qu'une grande partie de l'Europe commençait à remettre en question la moralité et l'utilité de la peine de mort, l'Espagne continuait d'embrasser l'exécution comme à la fois un moyen de dissuasion et un symbole de l'autorité absolue de l'État. Le garrot, avec son mélange de cruauté médiévale et de précision mécanique, semblait incarner l'essence même de cette conviction. Son influence s'étendit bien au-delà des frontières de l'Espagne. D'autres empires tout aussi attachés à la politique de la peur adoptèrent leur propre version. Dans l'immense empire ottoman, le garrot devint un outil discret pour éliminer les nobles et les hauts dignitaires dont la mort exigeait davantage de dignité que l'épée ou la strangulation commune. Les bourreaux ottomans, connus sous le nom de Sella, adaptèrent la technique en la combinant avec les méthodes traditionnelles d'exécution turque. Ces mises à mort se déroulaient souvent dans le silence et le secret, en présence d'un petit cercle de témoins dont la mission était uniquement de confirmer qu'une menace politique avait bien été écartée. Dans les cours impériales de Chine, des dispositifs similaires apparurent, notamment lors des périodes de tension où les méthodes traditionnelles d'exécution étaient jugées inadéquates pour des prisonniers de haut rang. Les versions chinoises mêlaient la mécanique du garrot à la cruauté des instruments de torture locaux, créant des hybrides capables de servir à la fois d'outils d'exécution et d'instruments d'interrogatoire. L'objectif n'était pas seulement de donner la mort, mais de briser psychologiquement le condamné avant la fin. Au XVIII et XVI siècle, à mesure que les puissances européennes étendaient leurs empires coloniaux en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, le garrot, sous sa forme espagnole ou modifiée, voyagea avec elle. Les colonisateurs français, portugais et néerlandais y virent un instrument utile à exporter, portable, facile à assembler et terriblement efficace comme symbole public de pouvoir. Dans des terres lointaines, bien éloignées de l'Espagne, le simple bruit du vissage et le resserrement d'un collier véhiculaient le même message glaçant: toute résistance serait écrasée, au sens propre comme au figuré. Les administrateurs coloniaux comprirent rapidement le double pouvoir du garrot, non seulement comme moyen de tuer, mais comme emblème redoutable de domination. Dans les territoires sous contrôle européen, il devint un rituel d'asservissement. Les populations locales étaient souvent contraintes d'assister aux exécutions publiques, le l'entournement de la vis servant à la fois d'avertissement et de démonstration d'autorité impériale. Dans de nombreuses colonies, l'usage du garrot dépassait largement le cadre des crimes de droit commun. Il se mêlait à l'humiliation culturelle. Les chefs indigènes qui osaient défier l'autorité européenne étaient souvent condamnés à mourir par ce dispositif étranger, une fin qui, pour leur peuple, portait tout le poids de l'oppression coloniale. Ces morts n'avaient jamais pour seul but d'éliminer un opposant, elles étaient mises en scène pour briser l'esprit de résistance, pour afficher la supériorité technologique des colonisateurs et pour enraciner l'idée que la rébellion était à la fois vaine et fatale. Sa praticité le rendait d'autant plus attrayant pour les administrateurs coloniaux. Contrairement aux échafauds élaborés ou aux lourdes guillotines, le garrot était portable, aisément assemblé à partir de matériaux locaux, et pouvait être transporté jusque dans les avant-postes les plus reculés. Partout où les puissances coloniales voulaient frapper les esprits, le garrot pouvait être installé rapidement, transformant n'importe quelle place de village en théâtre de la peur. C'était une époque où la mort pouvait être étudiée comme une expérience médicale. Des médecins et des observateurs, dans divers pays, commencèrent à documenter les effets physiologiques des exécutions par garrot, souvent avec un détachement troublant.
Leur rapport décrivait, avec une précision méticuleuse et clinique, la réaction du corps face à l'écrasement de la trachée ou à la section de la moelle épinière. Dans certains cas, les victimes demeuraient conscientes bien après que le collier ait été placé et resserré, sinistre témoignage de l'imprévisibilité de l'appareil. Plutôt que de remettre en question la moralité d'une telle souffrance, ces observations servaient à perfectionner le dispositif, à en ajuster le design pour plus d'efficacité, plutôt que d'humanité. Les différences culturelles influençaient également les rituels entourant le garrot. Dans certaines sociétés, le condamné pouvait rencontrer sa famille une dernière fois, dans d'autres, il restait isolé jusqu'au bout. Ces variations ne modifiaient pas seulement les derniers instants du prisonnier, elles ajoutaient des couches supplémentaires d'impact psychologique à un événement déjà éprouvant, touchant non seulement celui qui mourait mais aussi ceux qui assistaient à la scène. En 1959, le garrot atteignit un sinistre jalon dans l'histoire espagnole avec l'exécution de Pilar Prat Exposito, une femme de 47 ans qui devint la dernière à périr par cette méthode en Espagne. Son affaire exposa au grand jour tout ce que le garrot avait de plus grotesque, l'incompétence bureaucratique, les calculs politiques et l'incertitude cruelle qui pouvait planer sur les dernières heures d'une personne condamnée. Pilar avait été reconnue coupable d'avoir empoisonné son employeuse, Ángela González Valero, à la strychnine en 1957. Le procès avait captivé toute l'Espagne, non seulement en raison du caractère sensationnel du crime présumé, mais aussi parce que les exécutions de femmes étaient devenues extrêmement rares. La presse s'accrochait au moindre rebondissement, dépeignant Pilar tour à tour comme une criminelle implacable et comme une victime des circonstances. Son exécution, fixée au 5 mai 1959 à la prison Modlo de Barcelone, se transforma rapidement en une journée d'attente, de retard et de rumeurs murmurées. Les dernières heures furent marquées par les appels désespérés de ses avocats, cherchant à commuer sa peine en emprisonnement à vie. Au fil du temps, la rumeur se propagea dans la ville. Peut-être que le général Franco lui-même pourrait lui accorder la grâce. Cette incertitude rongeait chacun, mais surtout Pilar, qui oscillait entre la peur de la mort et l'espoir fragile d'un sursis. L'homme choisi pour exécuter la sentence, Antonio López Sierra, arriva à la prison dans un état que les témoins décrirent plus tard comme visiblement tendu et possiblement alcoolisé. López était tristement célèbre pour sa loyauté indéfectible envers le régime franquiste, un zélote politique qui considérait chaque exécution comme un service rendu à l'État. Mais il n'en avait pas pratiqué depuis des années, et semblait maintenant ébranlé par l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Lorsque les recours furent finalement rejetés, Pilar fut conduite dans la chambre d'exécution. Tout au long de son procès et de ses appels, elle avait proclamé son innocence, affirmant avoir été piégée par la famille de son employeuse afin de s'approprier des biens. Les témoins rapportent que ces dernières paroles résonnèrent encore de cette même protestation. Pourtant, avant même que le processus ne commence, quelque chose paraissait déjà anormal. Alors que López plaçait le collier autour de son cou, son hésitation était flagrante. Il l'ajusta, puis le réajusta, fronçant les sourcils comme s'il ne parvenait pas à déterminer la position correcte. Cette hésitation, minime en apparence, allait bientôt se transformer en cauchemar. L'hésitation dans les mains d'Antonio López Sierra était visible pour tous ceux présents dans la salle, les gardiens, les fonctionnaires, même les membres du clergé, mais les protocoles rigides des exécutions d'Espagnols ne laissaient aucune place à l'intervention une fois le processus enclenché. Lentement, presque mécaniquement, López fit tourner la vis. Très vite, il devint évident que le collier était placé trop haut sur le cou de Pilar Prat, manquant les vertèbres vitales qui, si elles avaient été touchées, auraient mis fin à sa vie instantanément. À la place, la bande d'acier commença à écraser sa trachée et son larynx, chaque tour resserrant un peu plus l'étroit passage d'air qui la maintenait en vie. Les témoins racontèrent plus tard comment les yeux de Pilar s'étaient agrandis, non pas dans l'incrédulité, mais dans la terreur brute et instinctive de quelqu'un qui lutte pour arracher encore un souffle. Elle resta consciente pendant plusieurs minutes d'agonie, la pression augmentant inexorablement sous les mains de l'exécuteur. 8 minutes s'écoulèrent avant que la mort ne l'emporte, 8 minutes qui semblèrent une éternité pour tous ceux présents. La pièce ne fut pas envahie par la rapidité implacable d'une exécution efficace, mais par le son horrible et humide de ces tentatives désespérées de respirer. Ce bruit entrait la mémoire de ceux qui l'avaient entendu pendant des années, un fantôme sonore impossible à faire taire. L'horreur de cette matinée se répercuta bien au-delà des murs de la prison. Les experts médicaux confirmèrent plus tard ce que beaucoup dans la salle avaient immédiatement compris. Un collier correctement positionné aurait pu mettre fin à sa vie en quelques secondes. Au lieu de cela, l'inexpérience de López, aggravée par son intoxication présumée, avait transformé l'instant en une véritable séance de torture prolongée. Pourtant, la réaction du gouvernement franquiste ne fut pas de reconnaître l'échec ou de confronter l'incompétence de l'exécuteur. Les déclarations officielles enveloppèrent l'événement de euphémismes, évoquant des difficultés techniques et des complications inévitables. Ce fut un schéma que le régime répéterait lors d'exécutions ultérieures, protégeant le système de tout examen critique plutôt que d'admettre ses failles. López lui-même devint une figure de notoriété inconfortable.
Malgré l'échec évident de l'exécution de Pilar, il resta le bourreau en chef de l'Espagne non pas en raison de son habileté, mais grâce à sa loyauté indéfectible envers le régime. Ancien combattant de la guerre civile espagnole et fasciste convaincu, il était utile en tant que symbole de fidélité idéologique, même si ses compétences techniques étaient, au mieux, douteuses. En dehors de l'Espagne, la réaction fut rapide et accablante. Les organisations européennes de défense des droits humains saisirent cette affaire comme une preuve supplémentaire de la brutalité et de l'inefficacité du régime franquiste. Des descriptions détaillées de l'agonie prolongée de Pilar parurent dans les journaux, devenant des cris de ralliement pour les militants antifranquistes à travers le continent. Les appels en faveur de sanctions internationales contre l'Espagne se firent plus pressants, la colère morale étant impossible à ignorer. Même en Espagne, où toute contestation publique restait dangereuse, l'affaire suscita quelque chose de rare, un questionnement discret mais sérieux sur la moralité de la peine capitale. L'Église catholique, qui avait longtemps apporté un soutien tacite aux politiques sécuritaires du régime, commença à vaciller. Certains responsables ecclésiastiques exprimèrent en privé des doutes quant à la moralité d'un système capable de produire une telle souffrance au nom de la justice. Ces doutes allaient croître dans les années suivantes, érodant peu à peu la légitimité religieuse dont Franco dépendait. Les répercussions psychologiques furent profondes. Des gardiens et des membres du personnel pénitentiaire présents lors de l'exécution demandèrent leur mutation, incapables d'effacer l'image du visage émacié de Pilar et le son de ses respirations étranglées. L'aumônier de la prison, qui lui avait administré les derniers sacrements, fit une dépression nerveuse en quelques semaines et ne participa plus jamais à une exécution. Pour López, cette exécution marqua le début d'une spirale descendante. Son alcoolisme, déjà un secret de Polichinelle, s'aggrava. Ses collègues remarquèrent qu'il avait besoin de boire davantage pour se stabiliser avant chaque mise à mort. Un cercle vicieux où son ivresse augmentait les risques d'erreur lors des exécutions suivantes. Ce même défaut allait un jour provoquer une catastrophe lors de sa dernière mission, 15 ans plus tard. Dans le monde juridique, la mort de Pilar devint un tournant. Les avocats de la défense commencèrent à modifier leur stratégie dans les affaires de peine capitale, allant au-delà des arguments portant sur l'innocence ou la culpabilité pour s'attaquer directement à l'humanité même du garrot. Ils présentèrent des témoignages médicaux sur son imprévisibilité et sur le risque de souffrance prolongée, arguant que de telles morts n'étaient pas de la justice mais un châtiment cruel et inhabituel, en violation des propres lois de l'Espagne. Les 15 années séparant l'exécution de Pilar Prat des derniers cas de garrot en 1974 virent de profonds changements dans le paysage politique espagnol mais presque aucun dans la salle d'exécution. Le régime de Franco, de plus en plus isolé sur la scène internationale et confronté à une agitation croissante à l'intérieur du pays, ne relâcha pas son emprise. Au contraire, il la resserra, utilisant la peine de mort comme un instrument brutal de contrôle politique. Le garrot, tristement célèbre pour ses ratés et condamné par des voix du monde entier, resta l'arme de prédilection pour réduire au silence toute dissidence. Son efficacité macabre comme avertissement public primait sur toute considération de cruauté. Et pendant toutes ces années, Antonio López Sierra demeura solidement en place en tant que bourreau en chef de l'Espagne. Sa réputation d'exécution bâclée s'amplifiait à chaque affaire, colportée à voix basse dans les couloirs des prisons et jusque dans les bureaux officiels. Les archives des années 1960 et du début des années 1970 dressent un portrait peu flatteur. La consommation d'alcool de López n'était plus un secret mais une réalité quotidienne, et son fanatisme politique s'infiltrait dans son travail. Les incidents où il se présentait en état d'ébriété se multipliaient, altérant son jugement et rendant ses mains moins sûres qu'elles ne l'auraient dû. Pourtant, la fidélité du régime envers ses exécuteurs loyaux le protégeait de toute éviction. La compétence passait après la loyauté absolue. L'Espagne du début des années 1970 était un pays au bord de l'explosion. Les mouvements de résistance anarchistes, séparatistes, militants de gauche gagnaient en audace. Attentats à la bombe, assassinats ciblés et braquages armés visaient les symboles de l'autorité du régime. Parmi ces groupes, les organisations anarchistes se distinguaient par leur témérité, et le gouvernement de Franco saisissait chaque attaque comme prétexte pour renforcer la répression et multiplier les exécutions. C'est dans ce climat de rébellion et de répression que Salvador Puig Antich se fit connaître. Né à Barcelone en 1948, il avait grandi sous l'ombre étouffante de la dictature franquiste, assistant à la répression systématique de la culture catalane et des libertés politiques. Comme beaucoup de jeunes Catalans, sa première défiance prit racine dans l'activisme clandestin. Au début de la vingtaine, il rejoignit le Movimiento Ibérico de Liberación, MIL, un groupe anarchiste militant qui mêlait les idéaux de l'anarchisme traditionnel aux tactiques de guérilla des révolutionnaires latino-américains et des insurgés asiatiques. Le MIL finançait sa résistance par des braquages de banques, visant les institutions appartenant à l'État et utilisant les fonds pour venir en aide à des camarades emprisonnés et financer d'autres actions. Puig figurait parmi ses membres les plus actifs, participant à des raids, à des attentats et à des campagnes de propagande politique.
L'événement qui scella son destin eut lieu le 25 septembre 1973. Puig et son camarade du MIL, Oriol Soler Sugrani, furent interceptés par la police lors d'un banal contrôle d'identité à Barcelone. La rencontre dégénéra rapidement en fusillade. Lorsque la fumée se dissipa, l'agent Francisco Anga Barragan gisait mort, un autre policier était blessé, et Puig lui-même souffrait de graves blessures par balle. Soler parvint à s'enfuir, mais fut capturé quelques semaines plus tard. Le procès de Puig était joué d'avance. Traduit devant un tribunal militaire, il devint une cause célèbre internationale. Les salles d'audience étaient bondées d'observateurs, des manifestations en faveur de la clémence éclatèrent dans les grandes villes européennes. Mais le régime franquiste resta inflexible. La condamnation à mort était un message non seulement à Puig, mais à tous les futurs révolutionnaires. L'État répondrait à la défiance par la sentence ultime. Pendant ce temps, López avait passé les années qui suivirent l'exécution de Pilar à sombrer toujours plus profondément dans l'alcool et l'obsession politique. Ceux qui le connaissaient parlaient d'un homme rongé par la paranoïa à propos de prétendues menaces communistes et anarchistes, convaincu que chaque exécution qu'il accomplissait relevait d'un acte de défense patriotique. Ce mélange explosif, zèle idéologique et ivresse chronique allait façonner l'horreur de ses dernières missions. La matinée du 2 mars 1974 s'ouvrit sous un sombre présage. López arriva à la prison Modlo de Barcelone visiblement ivre, la parole pâteuse, les mains tremblantes des excès de la veille. Les responsables constatèrent son état, mais ne firent rien. Il était intouchable, protégé par le réseau de patronage du régime. Dans sa cellule, Salvador Puig Antich vécut ses dernières heures avec un calme extraordinaire. Il reçut la visite de sa famille, de ses avocats, et d'un prêtre qui, bien qu'opposé à la sentence, venait lui offrir un réconfort. Dans ses dernières lettres, sorties clandestinement de la prison et publiées par la suite, Puig s'exprima sans amertume, affirmant qu'il était en paix et toujours fidèle aux idéaux anarchistes qui l'avaient conduit jusqu'ici. La salle d'exécution avait été spécialement aménagée pour les garrots, l'appareil étant placé pour offrir une visibilité maximale aux témoins présents. Le gouvernement franquiste croyait au théâtre de la mort, au spectacle autant qu'à l'acte, et ce jour-là, l'audience verrait exactement ce qui attendait ceux qui osaient défier son autorité. Le garrot préparé pour Salvador Puig Antich était le dernier modèle du régime, un collier et un mécanisme de vis fruit d'années de prétendues améliorations. Mais entre les mains d'un bourreau diminué par l'alcool, toute cette ingénierie ne signifiait plus rien. À l'approche de l'heure fatidique, une trentaine de témoins environ pénétrèrent dans la salle, un public plus nombreux qu'à l'ordinaire. Cette affluence reflétait à la fois la portée médiatique de l'affaire et la volonté de Franco de faire de cette mort un avertissement public. Des officiers militaires se tenaient droit aux côtés des responsables pénitentiaires, de prêtres en robes sombres, de médecins au regard clinique, et de journalistes serrant leurs carnets de notes. À 9h20, Puig entra. Malgré les chaînes à ses poignets et à ses chevilles, il marcha d'un pas assuré, le visage calme, presque défiant. On ne voyait en lui aucune trace de la terreur frénétique qui marquait souvent les derniers instants d'un condamné. Cette sérénité déstabilisa Antonio López Sierra, qui s'attendait à trouver un homme brisé, implorant non cette tranquille dignité. Selon le protocole, les gardes lièrent les bras de Puig et plaquèrent son dos contre le poteau de bois de la chaise à garrot. Mais l'atmosphère se fit plus lourde lorsque López s'avança. Ses gestes étaient hésitants, ses yeux revenant sans cesse vers une série d'instructions écrites qu'il avait apportées, un signe à la fois extraordinaire et inquiétant pour un homme censé maîtriser son métier. Lorsque le collier de métal fut abaissé autour du cou de Puig, la faille apparut immédiatement. Les mains de López tremblaient tellement qu'il ne parvenait pas à aligner le collier sur les vertèbres cruciales à la base du crâne. Après plusieurs ajustements maladroits, il opta pour un placement beaucoup trop haut. Les témoins, en particulier le personnel médical, reconnurent aussitôt la catastrophe qui se préparait. Mais la mécanique impitoyable du protocole ne permettait aucune interruption une fois l'acte entamé. La vis tourna, et avec elle, toute illusion d'une mort rapide s'évapora. Au lieu de sectionner la moelle épinière, le collier commença à écraser la trachée et le larynx de Puig. En un instant, l'exécution se transforma en strangulation au ralenti. Puig resta conscient pendant la majeure partie du supplice, ses yeux grands ouverts reflétant la douleur, la peur et la lucidité implacable de ce qui se déroulait. Chaque tentative d'inspiration se heurtait à une résistance implacable, produisant un son de suffocation et de gargouillement qui résonnait contre les murs de la chambre, un son qui entrait les cauchemars des témoins pendant des années. López, désormais visiblement déstabilisé, ne chercha pas à corriger son erreur. Il continua simplement à tourner la vis, ses paroles marmonnées, prières ou jurons, nul ne pouvait le dire, se mêlant à l'air lourd de la pièce. Les médecins restèrent figés dans un dilemme moral. Leur formation les poussait à sauver un homme d'une souffrance inutile, mais leurs ordres les obligeaient à assister, impuissants, jusqu'au bout. Au fil des minutes, le visage de Puig se transforma en un effroyable spectre de couleurs, du rouge au violet profond, puis à un gris bleu livide.
Des convulsions dues au manque d'oxygène parcoururent son corps, ultime révolte d'un système nerveux en train de s'effondrer. Même des militaires aguerris détournèrent le regard. Certains témoins serrèrent les mâchoires pour contenir la nausée qui montait. Pendant ce temps, l'ivresse de López devenait plus évidente à chaque instant. Son souffle empestait l'alcool, ses gestes perdaient en coordination, mais son zèle politique semblait raffermir sa main, l'incitant à continuer de tourner la vis comme si l'idéologie seule pouvait justifier l'horreur qui se déroulait sous ses yeux. Le râle de la respiration de Puig s'affaiblissait d'une minute à l'autre, mais ses yeux, grands ouverts, fixes, restèrent conscients bien plus longtemps que quiconque dans la pièce ne l'aurait imaginé. Plus tard, une analyse médicale révéla le fait le plus glaçant. Pendant au moins 15 minutes après que le collier eut commencé à écraser sa trachée, le cerveau de Puig resta pleinement conscient, endurant chaque seconde de cette lente asphyxie. Le père Josep Maria Loro, le prêtre qui se tenait à ses côtés pour lui offrir ses dernières prières, qualifiera plus tard cette scène de moment le plus éprouvant de sa vie. Homme de foi en la justice et en la réalité du péché, il se retrouva soudain en guerre contre ses propres convictions, questionnant la miséricorde, la dignité, et même la définition de ce qui pouvait encore être appelé justice. Les journalistes présents ne perdirent pas un instant. En quelques heures, des récits détaillés de l'exécution ratée, chaque détail de cette mort lente et atroce, furent publiés à travers l'Europe et les Amériques. Les descriptions étaient impitoyables, les sons, les teintes de la peau de Puig, ses derniers instants de lutte. Des éditoriaux qualifièrent l'usage du garrot en Espagne de barbarie indigne d'une nation moderne. Le gouvernement franquiste, déjà vacillant sous le regard international, se retrouva plongé dans une crise diplomatique. Lorsque le corps de Puig se relâcha enfin, la salle fut envahie par un silence étouffant. Pendant de longues secondes, personne ne bougea. Puis, comme insensible à la catastrophe qu'il venait d'orchestrer, López se mit à nettoyer le garrot, le préparant calmement pour un autre usage. Les gardes l'escortèrent discrètement, tandis que le personnel médical confirmait le décès et entreprenait la tâche macabre de libérer Puig de l'acier et du bois qu'il avait torturé pendant 20 interminables minutes. La réaction fut immédiate et explosive. La communauté médicale espagnole, habituellement prudente dans ses critiques envers la politique d'État, s'exprima avec une clarté inédite. Les plus grands médecins disséquèrent l'exécution dans des rapports cliniques, décrivant avec une précision scientifique les horreurs mécaniques et biologiques des derniers instants de Puig. Ces documents devinrent des armes puissantes pour ceux qui soutenaient qu'une méthode aussi sujette à des échecs catastrophiques ne pouvait en aucun cas être qualifiée d'humaine. À l'étranger, les gouvernements hostiles à Franco saisirent cette exécution comme preuve de la brutalité espagnole. La Commission européenne des droits de l'homme ouvrit une enquête, et plusieurs nations menacèrent de dégrader leurs relations diplomatiques à moins que des réformes radicales ne soient engagées. En Espagne, la dissidence osa se manifester malgré la poigne de fer du régime. Des étudiants à Madrid et à Barcelone organisèrent des manifestations exigeant l'abolition de la peine de mort. Même au sein de l'Église catholique, des voix s'élevèrent dans une rare défiance, questionnant la moralité de méthodes pouvant infliger une telle souffrance prolongée. Les forces de sécurité franquistes réprimèrent ces mouvements avec leur violence habituelle, mais chaque coup, chaque arrestation, ne fit qu'alimenter la colère. L'horreur de ce jour ne s'arrêta pas avec Puig. Quelques heures plus tard, Georg Michael Welzel, un jeune Allemand condamné en même temps que lui, fut amené dans la même salle. López, toujours imprégné de l'odeur d'alcool et secoué par le spectacle précédent, bâcla également cette exécution. Bien que plus rapide que celle de Puig, la mort de Welzel dura plusieurs minutes, entachée par la même incompétence qui avait transformé la première mise à mort en scandale mondial. Le 2 mars 1974 resterait gravé dans les mémoires non seulement comme le jour où deux jeunes hommes furent exécutés, mais aussi comme celui où l'Espagne utilisa le garrot pour la dernière fois. Les horreurs jumelles de ce matin-là entraient à jamais la conscience et l'histoire de la nation. Le poids combiné de l'indignation internationale, de la condamnation intérieure et de l'effondrement flagrant du système d'exécution plaça le régime franquiste dans une position intenable. Officiellement, les responsables refusèrent d'admettre qu'il y avait eu le moindre problème. En coulisses, ils suspendirent toutes les exécutions futures, promettant une révision des procédures qui s'évanouirait discrètement dans l'oubli. Quant à López, le bourreau tristement célèbre, il disparut de la scène publique. Des rapports évoquèrent une dépression nerveuse totale, un homme brisé par la cruauté qu'il avait si méthodiquement infligée. Des rumeurs murmuraient qu'il avait passé ses dernières années à errer entre différents hôpitaux psychiatriques, hanté par les visages et les derniers souffles de ceux qui étaient morts entre ses mains tremblantes. Sa mort dans l'anonymat referma le chapitre d'une carrière devenue le symbole des excès les plus sombres de la mise à mort d'État. Mais les répercussions dépassèrent largement l'effondrement d'un seul homme. Les dégâts politiques causés par les exécutions ratées au garrot entaillèrent profondément les fondations déjà fragiles du régime. Les groupes d'opposition exploitèrent l'horreur de la mort de Salvador Puig Antich, inondant l'Espagne et l'Europe de récits saisissants et sans concession. Pour eux, la lente strangulation de Puig n'était pas une tragédie isolée, c'était la preuve que le gouvernement franquiste était à la fois brutal et incompétent,
indignes de loyauté, de respect ou de pouvoir. Ces récits gagneraient en force dans les années précédant la mort du dictateur en 1975, devenant une arme dans l'arsenal qui alimenterait la transition de l'Espagne vers la démocratie. L'héritage de ce matin de mars dépassa largement les murs de la prison de Barcelone. La mise à mort de Puig, dernier acte de l'histoire sanglante du Garot, devint un tournant, non seulement pour l'Espagne, mais aussi pour le mouvement mondial contre la peine capitale. La précision avec laquelle sa souffrance avait été documentée balaya tout doute sur la cruauté inhérente à l'exécution, réduisant en miettes des siècles d'arguments prétendant que ces méthodes étaient nécessaires ou humaines. Lorsque la démocratie commença à s'enraciner en Espagne après la mort de Franco, l'une des premières décisions du nouveau gouvernement fut l'abolition formelle de la peine de mort. Même les politiciens qui avaient jadis défendu l'ancien système trouvèrent impossible de le justifier après l'horreur des derniers instants de putsch. Les organisations internationales de défense des droits humains transformèrent l'affaire en cri de ralliement, y voyant la preuve qu'aucune méthode d'exécution, si moderne ou si soigneusement appliquée soit-elle, ne pouvait échapper au risque d'infliger une souffrance prolongée et inutile. L'affaire laissa aussi une empreinte indélébile sur l'Église catholique. Autrefois largement alignée sur la vision franquiste de la justice, l'Église fut contrainte à une remise en question. L'opposition croissante du clergé à la peine capitale, plus tard solidifiée sous le pontificat de Jean-Paul II, trouva dans la mort de Puig une puissante arme morale. L'image d'un jeune homme lentement étranglé par un dispositif prétendument humain fit basculer le débat théologique vers la miséricorde, la dignité et la sacralité de la vie. Pourtant, les ondes de choc allèrent plus loin encore. Les témoins, gardiens, fonctionnaires, personnel médical devinrent des victimes secondaires, portant le traumatisme de ce qu'on leur avait ordonné de voir ou de faire. Leurs témoignages formèrent un ensemble glaçant de preuves sur l'impact psychologique des exécutions d'État, démontrant que cette violence empoisonne non seulement le condamné, mais aussi tous ceux qui sont forcés d'y participer. Ironiquement, les recherches médicales qui suivirent, issues de l'étude des échecs d'exécution, contribuèrent plus tard à améliorer la médecine légitime. Les connaissances acquises sur la douleur, l'asphyxie et les traumatismes neurologiques aidèrent un jour à perfectionner les soins de fin de vie et la gestion de la douleur, une ironie amère qui ne fut pas perdue pour les médecins qui les avaient menés. Enfin, ce fiasco mit en lumière une vérité dangereuse. Lorsqu'un régime politique accorde plus de valeur à la loyauté qu'à la compétence, la catastrophe est inévitable. Le choix de Franco de maintenir López à son poste non pour ses compétences, mais pour son allégeance idéologique rendit le désastre inévitable. Cette leçon demeure, un avertissement pour toutes les nations qui mêlent la politique au rouage de la vie et de la mort. La descente de López dans l'alcoolisme et l'effondrement mental qui suivirent les exécutions devint rapidement un objet d'étude pour les psychologues cherchant à comprendre l'impact psychologique des mises à mort institutionnalisées. Sa vie apportait la preuve accablante que même ceux qui embrassent la fonction de bourreau avec conviction ne sont pas à l'abri des effets corrosifs d'une participation répétée à la violence d'État. L'homme qui se voyait autrefois comme un instrument de justice était devenu, au final, une victime de ce même système qui l'avait servi. Les événements de 1974 laissèrent derrière eux quelque chose qu'aucun observateur n'aurait pu prévoir, une archive sans précédent. Témoignages, rapports médicaux, et même les propres récits de López, composèrent un dossier brut et sans filtre sur la réalité de la peine capitale en pratique, dépouillé des illusions, de la rhétorique et des justifications théoriques qu'il avait soutenues pendant des siècles. Des décennies plus tard, ces documents restent une ressource essentielle pour les chercheurs, les avocats et les défenseurs des droits humains luttant contre la cruauté institutionnalisée. Le rejet absolu de la peine de mort dans l'Espagne moderne, aujourd'hui inscrit dans sa constitution, est un héritage direct de ces dernières exécutions au garrot. Les ultimes minutes de Salvador Puig Antich demeurent un rappel permanent de la façon dont le pouvoir de l'État peut être poussé jusqu'à violer le cœur même de la dignité humaine. Dans la mémoire collective de l'Espagne démocratique, sa souffrance est devenue bien plus qu'un simple fait historique, c'est un avertissement gravé dans la conscience de la nation. Le garrot, autrefois présenté comme un triomphe de l'ingénierie humaine, révéla dans ses dernières utilisations qu'il n'était ni humain, ni efficace, mais bien une machine de souffrance inutile et d'échec étatique. Les 20 minutes pendant lesquelles Puig lutta pour respirer furent bien plus qu'une simple exécution ratée, elles furent l'issue inévitable de toute tentative de mécaniser et de légitimer la mise à mort. Peu importe la précision du dispositif ou la prétendue noblesse de la loi, l'élément humain, avec ses failles, ses erreurs et ses moments de faiblesse, serait toujours là, prêt à transformer une mort supposée rapide en torture prolongée. La réaction mondiale à la mort de Puig et l'élan abolitionniste qu'elle inspira mirent en lumière une vérité qui dépasse les frontières: il n'existe aucune méthode d'exécution à l'abri de l'échec, et aucun échec qui n'entraîne de souffrance humaine. Le dernier chapitre du garrot illustre une ironie déjà vue dans l'histoire: les instruments d'oppression finissent souvent par semer les graines de leur propre destruction. L'Espagne franquiste entendait faire du garrot un avertissement adressé aux dissidents, une démonstration de domination.
Au lieu de cela, sa dernière utilisation devint le symbole de la brutalité, de l'incompétence, en fin de compte, de la faillite morale du régime. Pour ceux qui étaient présents dans la chambre ce jour-là, médecins, gardiens, membres du clergé, fonctionnaires, l'horreur ne s'est jamais effacée. Leurs témoignages contribuèrent à démanteler le système qu'ils avaient autrefois servi, faisant d'eux, malgré eux, de puissants défenseurs de l'abolition. Ils nous rappellent que les exécutions ne s'achèvent pas avec la mort du condamné. Leur traumatisme se propage, marquant à jamais tous ceux qui ont été contraints de participer à la machine de mort. Aujourd'hui, alors que certaines nations débattent encore de la place de la peine capitale, l'histoire du garrot offre une leçon sévère. Ce qui fut autrefois présenté comme une technologie progressiste et miséricordieuse est désormais rappelé comme un instrument de cruauté et d'erreur humaine. Les salles d'exécution où il se dressait autrefois sont désormais silencieuses, les vis qui tournaient et les derniers souffles remplacés par un calme durable. Un calme qui parle de progrès moral et de reconnaissance de la valeur de la vie. En se souvenant de Salvador Puig Antich et des innombrables autres qui ont péri dans l'étreinte de fer du garrot, nous honorons non seulement leur souffrance individuelle, mais aussi leur rôle involontaire dans le changement du cours de l'histoire. Leurs morts ont contribué à éveiller une conscience collective, éloignant la société de la violence d'État maquillée en justice. Le garrot a disparu, mais ses leçons sont gravées profondément dans l'histoire de l'Espagne et dans le combat mondial pour les droits humains. Elles nous avertissent que la cruauté, une fois légitimée, n'est jamais bien loin de revenir, que le potentiel d'une telle horreur sommeille toujours dans la nature humaine et dans les institutions que nous bâtissons. Savoir si elle reviendra ou non dépend entièrement de notre volonté de nous souvenir, et de refuser de répéter les erreurs qui se sont terminées dans cette chambre d'exécution il y a un demi-siècle.